l'avez vu, c'est vraiment un film de metteur en scène avec une esthétique très forte, très prononcée, avec des plans comme on en voit quand même assez rarement dans le cinéma contemporain, à la fois en termes de bravoura, on va dire, formelle, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on lui a souvent, justement à cause de cette esthétique, on lui a souvent reproché d'être un faiseur un peu prétentieux et vide de sens. Et ce film-là est, à mon sens, bon, moi, je pense que c'est son film le plus abouti et le plus intéressant, parce que c'est aussi celui où on découvre que c'est un cinéaste très littéraire, qui aime les dialogues, qui aime les mots, qui aime surtout les auteurs, évidemment, parce que Jeff Gambardella, le personnage principal interprété par Tony Servillo, c'est quand même un écrivain qui réfléchit à la création et à la création littéraire. Intéressant d'ailleurs de noter que c'est un cinéaste qui a écrit un roman il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et pour la petite histoire d'ailleurs, Tony Servillo, qui est, on peut dire, la muse de l'acteur donc principal, qui est la muse de Paolo Sorrentino, qui est un des plus grands metteurs en scène italiens, napolitain, raconte que quand il est venu, en fait il avait une espèce de workshop qui produisait, Tony Servillo produisait des films comme ça à un moment donné, en plus de monter des pièces de théâtre, produisait des films. Et il raconte que quand un jour il a vu arriver un type d'une trentaine d'années, avec une boucle d'oreille, un look un peu rock comme ça, et qui lui a dit j'ai un scénario, j'aimerais que vous le lisiez. Et quand je lui disais justement, c'est quelqu'un dont Paolo Sorrentino est quelqu'un dont on vante toujours les mérites formels, mais rarement les scénarios. Il m'a dit, moi, il est arrivé, ce type-là m'a tendu le scénario de L'Uomo in Più, qui est le premier film qu'ils ont fait ensemble et le premier long métrage de Paolo Sorrentino. Et Tony Servillo s'est assis, il a lu le script et il a dit, il y a des dialogues d'une beauté, il y a un texte d'une beauté que je vais faire ce film. Donc moi, vraiment, c'est un film qui m'intéresse parce que ça remet ça justement sur la table, et le fait que effectivement, ça n'est pas que du clinquant et du style, il y a aussi une profondeur littéraire, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Ouais, et effectivement, sur la profondeur littéraire, on parlera peut-être de Proust tout à l'heure, auquel on pense vraiment en voyant le film. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais sur la critique. C'est qu'effectivement, on a beaucoup reproché à Paolo Sorrentino sa vulgarité, son cabotinage. Ça tombe bien parce que ce film-là parle de la vulgarité, parle du cabotinage. Quelque part, il fait une espèce de pied de nez aussi à la critique en disant, voilà, c'est un film sur tout ce que vous me reprochez, mais je vais réfléchir dessus. Et c'est ce qui fait de La Grande Bellezza, pour moi, son film vraiment le plus impressionnant, parce qu'il y a une espèce d'amplitude dans la mise en scène, mais aussi une amplitude du sujet. C'est un film monde, c'est-à-dire que quand on voit le film, on a l'impression, comme chez Proust d'ailleurs, qu'il embrasse plein de personnages, plein de temporalités, mais aussi plein de destinées qui dépassent vraiment la question du simple personnage. Tu parlais de la dimension littéraire du film, il y a vraiment cette idée de mélanger l'art graphique, les sculptures, si vous avez vu l'affiche qui montre vraiment ça directement, avec le trivial. Moi j'ai l'impression qu'avec ce film-là, Sorrentino finalement met à plat sa formule en disant voilà qui je suis, et quelque part peut-être que le personnage de Tony Servillo, c'est lui aussi dans son relation avec son cinéma. C'est vraiment intéressant qu'il ait fait ce film après l'échec qu'a été son dernier film, This Must Be the Place, qui était avec Sean Penn, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un film qui s'est fait descendre par la critique, qui était à Cannes il y a 3 ans, 2 ans. 2 ans, voilà. Là, tout d'un coup, il y a une espèce de retour en grâce. Pour rentrer plus profondément dans le film, moi, quand j'ai vu La Grande Bellezza, je me suis dit, voilà, on tient enfin le Terrence Malick de la vulgarité. On tient enfin quelqu'un qui fait du cinéma un poème visuel. Mais Terrence Malick, grand cinéaste américain, de la transcendance, de la poésie, des espaces américains, et ben, Paolo Sorrentino, c'est le grand cinéaste de la vulgarité, traité comme une forme de poésie du quotidien. Pour moi, c'est ce qui transparaît vraiment de ce film, qu'on ne peut pas raconter. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous aurez du mal, en sortant de la salle, à dire de quoi parle exactement le film. Il y a plus une impression diffuse, un sentiment. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi la dimension très littéraire du cinéma de Sorrentino, c'est que c'est du cinéma qui fonctionne par les images, mais qui sont toujours des images en quête de sens. C'est-à-dire que vraiment, il y a des surgissements poétiques dans le film, cette fameuse girafe qu'on voit dans une espèce de colisée abandonné. Ça dépasse le sens, c'est juste une espèce d'épiphanie visuelle pour le spectateur qui est vraiment passionnante pour moi. Il y a 2 choses sur ce que tu dis qui m'intéressent. D'abord, la dimension presque symbolique du film. Pour ceux qui connaissent Rome, alors moi je connais un tout petit peu, mais très mal. Mais il se trouve que juste avant de voir le film, j'étais à Rome en vacances, en famille. J'ai des photos si vous voulez. Mais tout ça pour dire que le film s'ouvre
dans les jardins du Janicule. La première séquence, la toute première séquence qui n'a rien à voir avec le film, celle où on voit les chanteuses dans la cloche, s'ouvre dans les jardins du Janicule. Pour faire le guide du routard là ce soir, il se trouve que les jardins du Janicule tirent leur nom du dieu Janus, qui est le dieu des commencements et de la fin et de l'ouverture et des chemins et des choix. Et je trouve que le film est ponctué. Et en plus, dans les jardins du Janicule, on trouve des bustes des grands héros de l'histoire italienne, du Risorgimento, donc de la réunification. Donc il y a cette idée justement de film monde, hein, on retrouve tout ça, c'est ça qui est passionnant chez lui. Toutes les séquences peuvent être lues à des niveaux symboliques qui donnent une dimension au film qui est véritablement vertigineuse, quoi. Il y a cette idée de regarder effectivement un monde évidemment s'écrouler, vulgaire comme ça, mais sans jamais le juger. Moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est que le personnage de James Gambardella ne juge rien. Et c'est, je pense, ce que la critique française reproche souvent à Sorrentino, c'est de ne pas avoir de matraquage moral sur les personnages ou les situations ou les mondes qu'il décrit. Et je trouve que c'est la grande force de son cinéma, justement, de laisser ça ouvert et de nous laisser regarder avec James Gambardella ces mondes s'écrouler, quoi. Je trouve ça très fort. Ouais, la difficulté du film, elle est aussi dans le mélange des genres. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un aspect très farcesque avec des moments où vraiment il y a ce dîner où le personnage règle ses comptes avec ces espèces de mondains. Là, on est vraiment dans la farce méchante, comme pouvait l'être Il Divo, son film, vraiment sa plus grosse farce à charge sur l'Italie. Et en même temps, donc ce côté farce où on est un peu à l'aise, on est un peu au-dessus des personnages, et en même temps, il va chercher ces moments comme ça de pure contemplation, où il va chercher au contraire le spectateur plutôt du côté de la sensation. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui fait la difficulté du film, à la fois pour la critique, mais aussi pour le public, c'est que c'est un film qui demande toujours au spectateur de se replacer par rapport à ce qu'il voit. Il y a quelque chose dans le film d'un tout petit peu misanthrope par moment, et au moment où on croit qu'il y a une vraie misanthropie, au contraire, il ramène son amour pour les personnages. Il y a ce moment très farcesque où il se moque d'une espèce d'artiste contemporaine qui fait n'importe quoi contre un mur. On se dit, bon, la critique est un peu facile, voilà, on l'a déjà vu, oui, l'art contemporain n'a plus de sens, alors que quand même les statues d'antiquité sont sublimes. Sauf que, si vous vous rappelez, à la fin du film, il tombe devant un artiste contemporain qui se prend en photo tous les jours, et il pleure, et là, vous ne savez plus quoi dire du film. C'est-à-dire que le discours du film s'évanouit parce que vous ne pouvez pas dire c'est une charge contre la mondanité, le contemporain. Non, parce que c'est un film qui mélange les choses. La question que moi pose le film, et c'est ça qui m'intéresse, et presque comme dans La recherche du temps perdu, c'est quoi la grande bellezza finalement? C'est la question que pose le film. Moi, j'ai l'impression, après c'est mon interprétation, qu'à la fin du film, Sorrentino nous dit la grande bellezza, c'est simplement de se rendre compte que le temps passe. Et c'est pour ça qu'il pleure devant ses photos, c'est que tout d'un coup, la beauté, elle est dans le temps qui passe. Alors après, c'est une interprétation personnelle. Ça, et je pense que pendant tout le film court l'idée de la nostalgie de l'innocence, enfin, qui est alors pour le coup aussi très proustienne, enfin une idée très proustienne et viscontienne d'ailleurs, hein, parce que le film se plaît à citer, et puis le film se plaît à citer les grands cinéastes italiens, Fellini évidemment avec la Dolce Vita, mais pas seulement. Enfin, et je trouve qu'il y a cette idée justement de l'innocence, de rechercher l'innocence, c'est-à-dire que on vit, voilà, l'artiste chez Sorrentino, enfin l'écrivain pour Sorrentino est quelqu'un qui doit nourrir son œuvre de sa propre vie, mais qu'est-ce qu'on fait quand sa vie est faite de la superficialité, de l'hystérie, du rien en fait? C'est pour ça que tu parles de Proust, on peut aussi citer Flaubert évidemment. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, quand notre vie surfe sur rien et n'est qu'en fait que de très superficiel? Et je trouve que c'est effectivement, c'est pour ça que le film est véritablement touchant, c'est-à-dire qu'il y a une question qui est métaphysique et qui d'une certaine manière n'est pas résolue, puisque le film s'achève sur un commencement, on revient à Janus, c'est ça qui est marrant, et qui donne une profondeur, une densité vraiment très très forte à l'ensemble du film, quoi. Le film fonctionne comme une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on a un personnage, les séquences, on n'a pas parlé des séquences de fête du film, qui à Cannes dépassait d'une haute tête le Great Gatsby de Baz Luhrmann, c'est-à-dire que les vraies fêtes, elles étaient chez Sorrentino. Et les vraies fêtes cannoises. Oui, exactement. Il y a quelque chose dans ce film, c'est pas finalement à la recherche du temps perdu de Proust, c'est plutôt à la recherche du temps foutu. C'est-à-dire, voilà, on a gâché ce temps-là, on a fait n'importe quoi, on peut plus le rattraper. Ça c'est très proustien, mais on peut plus le rattraper, et finalement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et on regarde, et vraiment la fin du film relance le personnage. C'est-à-dire que le film pourrait s'arrêter dans une espèce de côté un peu moribond, un peu triste, et finalement l'idée de Sorrentino, et ce qui en fait quelque part un cinéaste positif, c'est que malgré toute cette vulgarité-là, tout ce monde qui n'a plus de sens,
le personnage repart par l'écriture, repart par les choses artistiques. Ça, c'est vraiment ce qui était rare dans son cinéma, parce que souvent c'était très violent et très noir. Là, tout d'un coup, il y a un apaisement chez lui qui va avec sa mise en scène aussi. Il y a ces longs travelling comme ça qui sont une vraie recherche formelle chez lui. Ça faisait vraiment cet aspect contemplatif du film. Ça fait plaisir de le voir chez lui parce que tout d'un coup on peut se repaître un peu des images. Avant ça allait, Il Divo était quand même un film qui va à une vitesse folle. Celui-ci laisse le temps au spectateur de couler comme la lagune avec les personnages. Il y avait aussi, puisqu'on en est sur les citations des écrivains, moi ce que j'aime c'est évidemment la citation de Céline au début. J'ai eu l'occasion de parler très brièvement avec Sorrentino qui me disait et je lui disais c'est marrant de citer un écrivain qui est surtout connu pour son style. Et pour la rupture qu'il a introduite dans la littérature. Et il me disait, moi, c'est ça que j'aime. C'est justement l'idée que Céline mette le style au-dessus de tout, mais que en fait, derrière, il y a une profondeur, une densité des personnages et de l'imaginaire qui soit absolument folle. Et je trouve que, justement, la beauté de cette incipit du voyage dans La Grande Bellezza est formidable, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et surtout, sur cette question du style, c'est intéressant parce que, bon, évidemment... Pour ceux qui connaissent, vous aurez senti, et puis ça a été dit un peu partout, qu'il y a une parenté très forte entre La Grande Bellezza et la Dolce Vita. Peut-être en plus violente, je trouve, moins, sans doute dû à l'âge aussi. Tu disais la recherche du temps foutu. Et je trouve que la grande différence qu'on peut faire entre la Dolce Vita et la Grande Bellezza, c'est l'âge du personnage de Tony Servillo, qui est beaucoup plus vieux que celui de Marcello Mastroianni, et qui a donc des désillusions beaucoup plus grandes que celui de Marcello Mastroianni. Mais ce qui m'intéressait par rapport à Fellini, c'est que Paolo Sorrentino a cité plusieurs fois une phrase de Fellini qui disait, quand on lui disait mais vous ne faites pas du cinéma de vérité, il disait moi je ne fais pas du cinéma de vérité, je fais du cinéma mensonge. Ce qui m'intéresse, c'est pas la vérité des images, c'est la vérité des émotions que le spectateur ressentira. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleure définition que ça pour le cinéma de Paolo Sorrentino. Ouais, l'ombre de Fellini dans le film, il est à la fois un peu problématique parce qu'on se dit ok, on va avoir une espèce de remake de poids comme ça de Fellini. Moi, je trouve qu'il le dépasse. Il le dépasse tout simplement avec la scène avec Fanny Ardant que vous avez vu passer qui est vraiment une scène incroyable. Parce que tout d'un coup, oui, vous avez compris, vous revoyez la Dolce Vita. Bon, non, c'est fait, on passe à autre chose. C'est-à-dire que le film est très contemporain aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le film de notre époque. Alors que ce serait difficile de refaire la Dolce Vita telle que l'a fait Fellini aujourd'hui. C'est pas la même époque. Là, il est vraiment dans l'époque d'aujourd'hui. Il parle de ce que c'est que la vulgarité d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être contemporain avec les gens. J'ai l'impression qu'il se sert de Fellini comme un marchepied, c'est-à-dire que vraiment, parce que Fellini est passé avant moi, le film dépasse ça. C'est ce qui le rend pour moi plus attachant qu'une simple redite de Fellini, même de Visconti, de toutes ces choses-là. Il va plus loin, et ça, c'est l'intelligence de Sorrentino. C'est-à-dire qu'un autre cinéaste serait resté dans quelque chose de plus citationnel. Là, il le dépasse, et il en fait quelque chose d'un intertexte. C'est-à-dire que vraiment, le film dialogue avec la Dolce Vita plus qu'il en est une copie. Mais c'est ce qu'il a toujours fait, hein. C'est-à-dire que Il Divo, c'était les films d'Elio Petri, les grands films politiques d'Elio Petri. L'Ami de la famille, c'était les grands films de Monicelli, la comédie farcesque, effectivement, italienne des années 60. Ce qui est fascinant dans Sorrentino, c'est la manière dont il se réapproprie les classiques de son cinéma, le patrimoine italien, pour effectivement le pousser au bout, en fait, à travers des furies et des fulgurances visuelles, esthétiques, et puis effectivement avec une densité du sujet qui va très très loin. On cite effectivement Fellini, on peut citer Visconti. Moi, j'ai beaucoup pensé à La Terrasse de Scola, parce que toutes ces soirées, et puis notamment cette scène que je trouve d'une beauté et en même temps déchirante, où il y a sa copine qui n'arrête pas de les insulter, et il la remet face à la vérité. Je trouve qu'il y a une force et un dévoilement justement dans cette scène-là qui est très violent, quoi. Et en même temps une vraie mystique chez lui, c'est-à-dire que toutes ces séquences de nuit où on se balade dans un musée comme ça, il y a une vraie mystique, ce qui est à la fois étonnant et pas tant que ça chez lui. C'est-à-dire que à la fois il y a quelque chose de très concret dans son cinéma, et toujours
le quotidien débouche vers autre chose. Et vraiment, sa manière de transcender le réel, mais tu parlais du cinéma mensonge, c'est exactement ça. C'est un vrai film de metteur en scène parce que c'est quelqu'un qui sait filmer un objet et par sa caméra le transformer. Et vraiment, c'est un grand film sur Rome aussi, on l'a dit. Et je pense qu'il a vraiment fait une espèce d'ode à la ville en même temps qu'une espèce de diatribe contre cette ville-là. On a beaucoup dit que c'était aussi un film anti-Berlusconi, que ça racontait l'Italie de Berlusconi. Oui, évidemment. Mais je pense que le film vieillira mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut voir le film encore dans 30 ans et on aura une espèce de précipité, comme le sont les œuvres de Proust, d'une certaine époque et d'une certaine relation entre les personnages à cette époque-là. Comme la Dolce Vita.